Bonjour à toutes et à tous, je suis Laurent Goldstein. Bienvenue sur Humain, le podcast qui nous invite à partager un moment de la vie de personnalités comme vous, comme moi, comme nous. Tous ont accepté de faire un bout de chemin avec moi pour vous partager durant 1 heure leur humanité à travers la singularité de leur parcours et de leur chemin de vie. Bonne écoute! Je suis cette semaine de retour au studio Marine en compagnie du docteur Frédéric N, spécialiste de la chirurgie réfractive. Bonjour Frédéric. Bonjour Laurent. Bienvenue sur ce podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation et de nous accorder du temps. Tout d'abord, comment vas-tu ? Je vais plutôt bien. Je suis passé 50 ans, je trouve qu'on a atteint une certaine sérénité. Je me sens bien physiquement et mentalement, on va dire. Alors, est-ce que serein, on va dire. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques phrases pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas et aussi nous raconter ton parcours, celui qui t'a amené à devenir celui que tu es aujourd'hui ? Alors, je suis né à Metz en 1963. J'ai grandi au Sablon. J'ai allé à l'école du Graouli, pas sûr que certains connaissent. J'ai eu une enfance heureuse, beaucoup à la campagne avec mes grands-parents, sur Landonvillers, c'est un petit village près de Courcelles-sur-Nier. J'ai passé beaucoup de temps à rêver, à jouer dans la forêt. J'étais proche de la nature quand j'étais petit, très proche de la nature. Et puis, l'école m'a pris quand même par la main, en sachant que j'aimais beaucoup la poésie. Je faisais des poèmes quand j'étais tout petit. Et puis, assez rapidement, je me suis rendu compte que j'avais certaines capacités intellectuelles, on va dire, alors que physiquement, j'étais extrêmement fluet, on va dire. Et donc, c'est ça ça m'a donné. J'avais quand même un grand plaisir d'apprendre, si vous voulez. C'était vraiment dans les livres ou autres. J'aimais beaucoup qu'on m'enseigne quelque chose. J'avais soif d'apprendre vraiment depuis tout petit. C'était un vrai plaisir, je veux dire, physique. Hein, c'est pas que. Et donc, j'étais émerveillé. J'ai toujours été émerveillé de tout ce qui m'entoure, en fait, de la vie, de la nature. Je suis une nature très très curieuse et aussi très positive. Je suis toujours content de mon sort et je dirais que j'adore apprendre, j'adore qu'on m'apprenne des choses. J'ai gardé en aucune manière le savoir que j'ai pu acquérir au fil des années. Je suis conscient qu'on me l'a apporté, que j'ai dû apprendre et j'ai plaisir à le communiquer. Et quand je parle à des interlocuteurs, quels qu'ils soient, j'ai à cœur de me mettre à leur niveau, entre guillemets, de façon à bien pouvoir m'exprimer. J'aime pas me cacher derrière des mots scientifiques ou obscurs ou me gausser de telle ou telle science que j'aurais. J'adore partager mes connaissances et puis expliquer simplement les choses. Alors, tu nous expliquais en fait que tu avais plutôt une âme de littéraire. Qu'est-ce qui t'a amené finalement à devenir le scientifique que tu es devenu aujourd'hui ? Tout à fait. Alors, quand j'étais en 6e, si vous voulez, j'étais très bon en français. Enfin, j'aimais bien le français. J'écrivais des poèmes, tout ça. Et puis, c'est un peu grâce à mon père. C'est vrai que lui, il aurait préféré que je sois plutôt ingénieur des ponts et chaussées. C'était son rêve. Moi, les ponts et chaussées, ça me parlait pas trop. Mmh. Et finalement, je sais pas comment vous expliquer. J'ai commencé à faire des mathématiques comme ça, un peu en me forçant. Ça m'attirait pas de prime abord, si vous voulez. Puis petit à petit, les choses, le goût m'a pris de cette espèce de rigueur comme ça. Et puis assez vite, je suis tombé, c'était quand j'étais au collège encore. Hein, je suis tombé sur le livre de Descartes, le discours de la méthode, qui m'a été vraiment une révélation pour moi, vous voyez. Cet esprit, j'ai trouvé, parce qu'en plus c'était quand même en 1600 quelque chose, il me semble-t-il, au XVIIe siècle. Et cet esprit, parce qu'on passait du Moyen-Âge où il y avait vraiment une espèce de science, si vous voulez, enfin, de science, plutôt de connaissance du réel par la peur, certain mysticisme, des croyances, enfin, vous voyez, beaucoup de certitudes, ésotériques, enfin, avec des choses, sans vérifier, de manière très empirique, tout ça. Et puis en s'alléguant de pouvoir aussi de sorcellerie, de pouvoir magique, enfin, c'est assez complexe. Et Descartes, il pose ça quand même. Je pense que c'était quand même le premier esprit scientifique, à mon avis, au monde, hein, qui s'est dit, voilà.
Parce qu'à l'époque, il y avait encore la scolastique du Moyen-Âge. C'était un raisonnement tout à fait ecclésiastique très, très compliqué, où il y avait une espèce de discours comme ça, mais pas scientifique, justement. Et lui a dit non, voilà, il y a 4 principes dans la théorie de Descartes. Le numéro 1, c'est je ne crois rien pour vrai que je n'ai plus le vérifier par moi-même. Je crois que c'est ça le premier. Ça paraît simple, mais c'est la base. Ensuite, devant un problème complexe, le décomposer en éléments plus simples, ou aussi le décomposer en nos problèmes le plus élémentaire possible. Et ensuite de classer aussi les choses. Il disait par exemple, quand vous classez des objets, par exemple, quelle que soit la manière de les classer, que vous les classiez par couleur ou par taille ou par ce que vous voulez, vous en tirerez une certaine connaissance ou un certain avantage de celui qui ne classe rien, par exemple, oui, etc. Puis il y a un 4e, je ne sais plus exactement, mais ça m'avait vraiment plu, voilà. Et petit à petit, finalement, je me suis rendu compte que j'étais pas si mauvais que ça en mathématiques. Et puis après, j'ai eu une passion quand même. Quand je suis allé au lycée, là, ça m'a vraiment plu. On a fait les intégrales, des choses comme ça me plaisait vraiment. Ouais. D'accord. Donc assez naturellement, tu vas te diriger vers cette filière scientifique. La médecine vient comme une évidence pour toi? Alors je voudrais dire qu'un petit truc sur l'enseignement, justement, tant qu'on me laisse la parole, c'est que quand même, j'ai fait un peu des sciences parce que socialement, il y a une pression. On vous dit, voilà, à l'époque, c'était le bac C scientifique. Pour réussir dans la vie, il faut être scientifique. Voilà. Bon. Et personnellement, au jour d'aujourd'hui, après le recul de ma vie, j'aimerais tellement qu'au niveau de l'éducation, au moins, je dirais, jusqu'à la fin de la 3e, au moins jusqu'au collège, que toutes les matières ont un coefficient égal. Pour moi, l'art plastique, c'est pareil que la musique. Un peu comme le système américain, voilà. en fait. Et non pas de vous dire que dès la 5e ou la 6e, voilà, les mathématiques, c'est coefficient 4. Enfin, moi, je trouve ça ridicule. C'est malsain. Tu parlais du bac C, puisqu'on est de la même génération. Ouais, tu l'as fait aussi. Et oui. J'ai pas eu le bac C, moi, mais de la même génération. Mais j'ai eu cette phrase, puisqu'on parle tous les deux d'enseignement, j'ai eu cette phrase un jour que j'ai trouvée, a posteriori maintenant, dramatique pour toute une génération. C'est notre professeur de maths en 4e qui nous a dit, alors qu'on était des gamins, quoi, tous ceux qui n'auront pas le bac C seront au chômage. C'était pouf. Et donc, moi qui n'ai pas eu un bac C, ça resté marqué comme ça. Bon, voilà. Donc, je traduis pour les plus jeunes auditeurs le bac S maintenant. Voilà. Alors. Donc donc tu disais, on était sur la médecine, c'est venu assez naturellement. Après, si vous voulez, vous êtes au lycée. Alors au lycée, on est tous en arrivant en terminale, donc on fait un peu on cherche un peu sa voie, on sait pas trop ce qu'on va faire. Moi personnellement, j'avais fait un dossier pour aller en maths sup, j'étais accepté, j'étais au lycée Faber, mais pour des questions, on va dire familiales, je voulais un peu m'écarter de chez moi, donc j'avais préféré aller sur Nancy, tout bêtement, parce qu'il y avait la fac de médecine qu'à Nancy, ça me permettait de m'évader un peu, si vous voulez. Et puis deuxièmement, comme j'étais très rêveur et passionné, et envie d'apprendre, j'avais pas envie de travailler tout de suite. Donc je savais qu'en médecine, c'est des études très longues, j'aurais le temps de chercher ma voie tranquillement. Donc j'ai fait ça pour ces raisons-là. Oui, c'est un peu ridicule, mais par contre, ça m'a donné un avantage, comme j'étais bon en maths et en physique, j'ai réussi à être 3e en concours de médecine du premier coup. Donc c'est vrai que sans faire aucune... maintenant ils font des espèces de prépa, moi je fais aucune prépa, rien du tout, j'ai bossé tout seul. Voilà, j'ai fait une année sérieuse et ça a bien fonctionné. Voilà. Bon, impressionnant. Alors, tu t'es spécialisé après. Au départ, tu voulais faire chirurgie cardiovasculaire, me semble-t-il, et puis tu es parti vers la chirurgie réfractive, l'ophtalmologie, la chirurgie réfractive, dont tu es un spécialiste aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que pour les béotiens que nous sommes... Alors, pour la médecine, je vous fais quand même un petit micro-topo sur l'étude médicale. C'est assez étrange parce que les études médicales sont très très longues. Puis c'est on-off, vous êtes docteur, vous avez rien en gros, il n'y a pas tellement de passerelles, c'est difficile. Et puis on choisit pas trop ce qu'on veut parce qu'on doit valider un certain nombre de semestres dans une spécialité. Et donc moi j'ai commencé, je voulais pas faire trop de papier, donc je préférais opérer, ça me paraissait, parce que tout petit je jouais beaucoup au Lego, je suis plutôt manuel quand même, donc je préférais faire des choses comme ça manuellement. Mais bon, il s'est trouvé que j'ai fait chirurgie cardiovasculaire comme interne. J'ai fait aussi orthopédie. C'était pour moi trop difficile. Il y avait j'avais pas le cœur trop sensible. Je supportais pas. J'ai dû faire des amputations, des choses. C'est ça. J'ai recousu des thorax avec du fil. Enfin, j'ai fait des choses très 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 difficiles. Et c'était pas pour moi. Donc j'ai par hasard
Un copain m'a dit en répartition, tous les 6 mois on fait une répartition entre internes. Il me dit t'as qu'à faire ophtalmo, c'est neurochirurgical, ça veut dire, enfin c'est médico-chirurgical, pardon. Ça veut dire qu'on peut, quand tu seras vieux, tu pourras plus opérer, tu pourras toujours consulter. Ça m'a paru sage. Je me suis dit pourquoi pas. Alors que ça m'écœurait, moi j'avais le souvenir de l'œil de bœuf qu'on disait que ça m'écœurait franchement. Ouais. Et puis dès que j'ai commencé ça a été une passion directement. Parce que c'est l'infiniment petit, il y a une recherche alors c'est ça immédiatement. Ça a été presque du jour au lendemain, quoi. Ça m'a rendu heureux tout de suite. Ouais. Il y a à la fois de la physique, des mathématiques qui me plaisent beaucoup au niveau de l'optique, et cette espèce de recherche du petit, de faire des choses très très minutieuses, ça m'a tout de suite plu. C'est ça. Voilà. Ouais. Oui, alors l'infiniment petit, qu'est-ce qui fait que tu t'es... ça vient d'où cet intérêt pour l'infiniment petit? C'est tes observations dans la nature, c'est tes lectures Bon, c'est quand on est ado, on a tous un peu des questions métaphysiques comme ça entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, comme Pascal, bien sûr. Et puis c'est vrai que après dans l'ophtalmologie, il y a ce côté petit de perfectionnement, de recherche de la perfection, pratiquement sans fin, qui m'a vraiment séduit. Puis ça correspond peut-être plus à mon physique. Je suis pas non plus un gladiateur, donc c'est peut-être que c'est ça qui m'a plu. D'accord. Alors. Par la chirurgie réfractive, tu en es devenu un spécialiste. Qu'est-ce que c'est que cette fameuse chirurgie réfractive? Alors la chirurgie réfractive, c'est donc toute intervention en ophtalmologie, donc sur l'œil, qui permet de corriger la vue, donc de se passer de ses lunettes. Alors on peut le faire soit en surface de l'œil, sur ce qu'on appelle la cornée, sur laquelle on pose ses lentilles, la partie transparente de l'œil, soit quand on est plus âgé, quand on a la cataracte, le cristallin dans l'œil qui se trouble, si on le change, on peut aussi corriger la vue, soit parfois entre les deux, on peut aussi glisser dans l'œil des implants, un peu comme des lentilles qu'on met sur l'œil, mais là qu'on met dans l'œil, c'est l'implantologie. Voilà les différentes méthodes qu'on peut D'accord, utiliser. Donc en fait, ce n'est pas une spécialisation, c'est plusieurs possibilités. Oui, c'est une panoplie. Oui, chaque cas est particulier, il faut s'adapter à chaque cas particulier. Il n'y a pas une solution universelle, il y a des solutions pour chaque cas. D'accord. Alors, dans ta pratique a dû évoluer aussi, j'imagine, au fur et à mesure des années. Oui, c'est énorme parce qu'en fait, effectivement, moi j'ai commencé dans les années 95-94 avec la kératotomie radiaire, qui était une technique manuelle. On incisait donc l'œil, la cornée, la surface de l'œil, avec un couteau, avec une lame diamant. C'était extrêmement fragile et c'est extrêmement délicat, mais bon, c'était quand même relativement... c'est vraiment de la haute couture, là. Bon, c'était précis, mais sans l'être trop. Et puis ensuite, il y a l'avènement du laser qui a tout modifié, vraiment, c'est énorme. Donc là, c'est dans les années 98-99. Le laser Excimer est arrivé. Excimer, ça veut dire qu'on enlève un peu de matière, c'est du laser ablatif. Ça a permis de sculpter la cornée pour changer sa forme, changer les rayons de courbure, ce qui change la vue en fait. Et là, on pouvait tout faire. Avec la kératotomie radiaire, les incisions, on pouvait faire que la myopie. Avec le laser, on a pu faire la myopie, mais aussi le contraire, l'hypermétropie, et aussi l'astigmatisme et la presbytie, enfin. Ah, déjà, on peut faire quelque chose pour la presbytie. Voilà, c'est ça qui... D'accord. Et la presbytie, ça donne plein d'espoir pour les gens de ma génération. Effectivement, c'est actuellement le sujet qui intéresse le plus de monde, qui est le plus demandé. Alors, tu as été... T'as été un des pionniers, si ce n'est le pionnier du concept ISOvision. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, quand j'ai commencé la chirurgie réfractive, alors là, on parle que de la presbytie, donc les patients qui ont du mal de lire sans lunettes. On nous proposait que de la monovision. La monovision, ça veut dire on vous fait un œil de loin, un œil de près. Et je l'ai fait aussi, mais ça ne me satisfaisait pas tellement, donc j'ai cherché d'autres choses. Et effectivement, en opérant beaucoup de patients, on tombe sur ce qu'on appelle des singularités. Une singularité, c'est une personne qui a un résultat qu'on n'avait pas forcément prévu d'avance. Je m'explique. Quand on opère des patients d'environ 50 ans, 55 ans, et qui avaient une hypermétropie plus 3, plus 4, bon après c'est des chiffres, mais c'est comme ça, il se trouvait que certains disaient, tiens docteur c'est bizarre, je vois pas seulement de loin, je vois aussi de près, et c'était pas attendu si vous voulez. Donc ça s'appelle une singularité. Et donc j'en ai parlé à mes confrères, qui m'ont dit, oui effectivement, j'ai aussi des cas comme ça, ils avaient tous un cas comme ça. Alors après vous savez c'est l'histoire de la pomme qui tombe de Newton, même si c'est plus ou moins une légende. Tout le monde voit la pomme tomber, il y en a qu'un qui se pose la question. Et moi, je me suis dit, cette singularité, elle a bien une explication. Et je me suis dit, ben oui, il est possible, alors que c'était un dogme qui était normalement impossible, d'après les pères de l'ophtalmologie, on peut voir de près et de loin, avec un seul œil, sans cristallin, alors que le cristallin ne marche plus. Donc ça, après, ça a été vraiment mon obsession, j'allais dire, de comprendre comment ça marche. Et quand on a eu la technologie au laser, la chance qu'on avait avec un certain laser Wavelight
allemand Allegretto. On voyait dedans, c'est complexe, mais on voyait les polynômes Zernike, on pouvait décomposer la vue en différents modules mathématiques, si vous voulez. On pouvait les étudier facilement et on pouvait comprendre ce qu'on faisait au niveau du laser de manière très très fine, sans expérimenter sur des patients, parce que la médecine c'est beaucoup empirique, si vous voulez. Les médecins ont essayé de faire comme ci, de faire comme ça, c'est un peu de la cuisine, faut dire les choses. Alors bien sûr de moins en moins, mais quand même il y a toujours cet art médical qui est de l'expérience et aussi de l'intuition, et puis d'oser aussi faire des choses, forcément. Et donc, on s'essayait un peu empiriquement, mais là, on pouvait travailler sur un travail vraiment scientifique. Et là, ma passion des mathématiques est revenue parce que j'avais enfin un outil que je pouvais explorer à l'infini, sans prendre au carré sur des patients, de travailler en théorie sur la presbytie. D'accord. Alors, donc là, t'es parti, donc tu as appelé ça le concept Isovision. Là, tu as commencé à travailler à l'international, en fait, aussi. Tu as eu des contacts avec les États-Unis, avec des chercheurs. Oui, parce qu'effectivement, dès qu'on a pu montrer qu'on pouvait voir avec un seul œil de loin et de près, donc le concept d'Isovision, les deux yeux voient de loin et de près, on a essayé de rentrer dans la R&D de différents laboratoires pour travailler avec eux. D'accord. Et puis ça s'est plus ou moins fait, mais pas fait finalement. D'accord. Et là, c'était beaucoup. T'as beaucoup travaillé. Alors oui, t'as pris ça n'a pas forcément abouti comme t'aurais voulu, ou en fait, chacun a voulu reprendre les recherches de son côté, c'est ça ? Alors c'est compliqué. Alors ce qui est bien, c'est quand vous êtes dans les différents congrès, on devient un opérateur actif. On est aussi soi-même orateur, on appelle ça. Bien sûr. Donc c'est passionnant parce qu'on a un certain niveau quand même un peu plus élevé que je dirais que la moyenne. Ouais. On fait des rencontres aussi intéressantes avec des ophtalmos réputés. Mais après, si vous voulez, tout est très cloisonné, mais comme dans tous les métiers. Les laboratoires ont leur propre R&D, ils ont leur business plan, etc. Donc peut-être vous arrivez trop tôt ou trop tard, ils vous prennent pas. Bon voilà, faut le comprendre. Mais ça m'a permis de lier des liens dans le monde entier. Et j'ai pu opérer personnellement des patients à Dublin, à Kiev, à Santiago du Chili, au Mexique, partout. Donc c'est vrai que à Moscou, c'est vraiment une vie très très passionnante. J'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup fait j'étais orateur de maintes et maintes fois. D'accord. Comment tu gères tout ça en fait ? Comment tu as réussi à gérer tout ça, ou comment tu le gères encore dans ton quotidien, ces déplacements, cette réputation, cette renommée internationale ? Alors au niveau de la production scientifique, ça se passe souvent la nuit, si vous voyez. Parce que la nuit, comme quand on veut regarder les étoiles, il faut éviter la pollution lumineuse. Et la nuit, votre esprit est libre de s'évader, de faire toutes les relations qu'on veut à très grande vitesse. Et donc c'est souvent la nuit que je suis le plus créatif. Après, j'adore voyager, c'est vraiment un plaisir. Je suis à l'aise, j'ai pas peur de me déplacer dans une ville inconnue. Voilà, c'est extrêmement plaisant de rencontrer des gens et d'échanger des discussions, parce que c'est... Alors donc ça veut dire que tu travailles, enfin tu vas travailler beaucoup la nuit en termes de recherche, c'est ça, enfin le soir, la nuit. Ouais, souvent je me lève, j'ai des paperboards chez moi, je me lève, j'écris des formules, j'ai des espèces de... Je prends des notes tout le temps, c'est comme un immense puzzle. Puis on lit beaucoup, on va à des congrès, parce qu'on est orateur, mais on écoute les autres, on lit, on fait une synthèse de tout ça, c'est comme un immense puzzle. Après on échange avec d'autres qui vous disent oui, non, voilà, c'est très très passionnant. Moi je suis très très passionné. J'ai vraiment beaucoup de chance de faire ce métier. D'accord. Donc après toutes ces années, finalement, la passion est toujours là en fait. Ah oui, très vive, et puis on n'arrête pas. J'allais dire je suis très créatif, j'allais dire il se passe pas, si vous voulez, quand j'opère, quand je suis dans mon exercice, je me demande toujours, est-ce que je pourrais faire mieux ? Comment je pourrais faire mieux ? Et il se passe pas un mois que j'ai pas une petite chose à mettre en plus, parce que il y a aussi le côté humain, c'est pas que le côté scientifique, c'est comment accueillir mieux les gens, mieux s'expliquer, mieux se faire comprendre, tout ça c'est important aussi, vous voyez. Ouais, et t'avais une vocation, me semble-t-il, humanitaire aussi, tu voulais faire de l'humanitaire. Après tu dis que tu n'en as pas fait, mais que c'était un choix, mais c'est quelque chose qui t'a traversé l'esprit à un moment. C'est-à-dire vous savez, quand on est ado, on veut faire, moi je vais faire médecin, vous savez, médecin du monde, enfin voilà, des trucs comme ça. Puis après, on s'aperçoit qu'il y a tellement de misère et de désespérance humaine partout, tout près de soi. Vous avez des gens, vous savez, des gens, des fois, ils viennent au cabinet, on les prend dans les bras parce qu'ils ont besoin, ils n'ont pas besoin d'autre chose, on les écoute. Déjà, c'est très important, vous voyez. La médecine, on guérit rarement, on soulage souvent. Guérir, c'est pas toujours, mais souvent c'est soulager déjà. Soulager la souffrance humaine. Les gens, ils ont une souffrance, ils viennent nous voir. Il faut essayer de les apaiser, voilà. Donc c'est vrai que quand on fait ça, c'est une très, très grande satisfaction.
Parce qu'il y a beaucoup de craintes sur l'œil. Hein. Oui, c'est la déjà, vision. voilà. On peut être très angoissé, Oui. forcément, par rapport à ça. Effectivement, il faut être très doux aussi quand vous posez. Moi, des fois, il y a des choses. Bon, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais je me suis déjà excusé pour mes confrères parce que j'avais honte, si vous voulez. Parce que les gens me disent, voilà, on m'a dit, je vais devenir aveugle. Mais sérieusement, qui peut dire ça? En plus, on n'a jamais vraiment. Moi, j'ai des patientes dans ma consultation qui ont une DMLA très très grave. Elles font des choses, elles font des gâteaux, elles sont autonomes, incroyables. Et puis d'autres personnes avec le même handicap feront pas autant. Vous voyez. Donc on peut pas toujours dire. Et donner un pronostic, c'est pas bien. Alors quand on est sûr qu'on va mourir dans une semaine, il faut le dire. Mais sinon, il faut toujours garder de l'espoir. Et le médecin doit être là pour rassurer et puis donner de l'espoir. On n'est pas là pour enfoncer les gens. Donc il y a des gens qui peuvent se suicider parce que vous allez leur dire, attendez, vous allez perdre la vue. Enfin, c'est extrêmement grave, quoi. Oui, ça peut être Donc, violent. Ça peut c'est pas de violent mentir, mais on peut pas. Il faut amener les choses avec une grande douceur, une grande douceur. Oui. Ça veut dire aussi avec les progrès, tu évoquais tout à l'heure les progrès de ta spécialisation, les progrès de la spécialisation, on a encore des champs du possible énorme par rapport à la vision ou par rapport à des pathologies. Tu parlais de DMLA, de cataracte ou de choses comme ça. Là, par exemple, on voit il y a beaucoup de travail qui est fait sur les cellules souches. Donc, par exemple, les cellules souches, au niveau de la cornée, par exemple, les greffes de cornée, on implantera souvent des cellules au lieu de greffer la cornée entière. Il y a des cellules souches aussi pour la rétine, donc il y a beaucoup de maladies qu'on pourra soigner, comme la rétine pigmentaire, enfin des choses comme ça, qu'on ne faisait pas avant. Mais il y a un collègue qui s'est installé récemment, qui vient me voir, un petit jeune, qu'on appelle ça à la clinique, et je lui disais, tu sais, plus ça va être technologique, parce que la médecine devient une technicité quelque part, hein, plus il faudra avoir le côté humain, parce que sinon on n'est pas devant des machines, il faut aussi expliquer, se mettre à la portée, c'est ça le plus important. Alors, c'est ce que j'apprends en tout cas avec le temps. Oui. Le temps a au moins une vertu, c'est qu'il nous enseigne beaucoup de choses, et puis surtout, il nous apporte aussi beaucoup l'expérience, une certaine forme de sagesse quelquefois. Oui, c'est ça, une sérénité. Et aussi moins de certitude aussi. Aussi, oui, c'est vrai. Alors, est-ce que tu te souviens d'un geste, d'une parole, d'une rencontre qui a compté dans ton cheminement personnel? Alors, tu as parlé de ton collègue, de ton collègue lorsque tu étais en internat qui t'a dit tiens, pourquoi tu n'irais pas en ophtalmologie? Mais est-ce que avant cela, où il y a quelque chose qui a marqué ta vie, qui fait que tu es devenu l'homme que tu es? C'est beaucoup de chance. Moi, je dis la vie, c'est beaucoup de rencontres, si vous voulez. Moi, j'ai fait que de rencontrer des gens qui m'ont aidé, qui m'ont montré des chemins, qui ont été des exemples pour moi. Je pourrais pas en citer, il y en a tellement. En tout cas, je sais que ce que je fais aujourd'hui, je le dois toujours à quelqu'un d'autre qui m'a appris des choses, que j'ai écouté aussi, mais on doit tous beaucoup aux autres en fait. On n'est pas seul comme ça d'un produit, hein. On est tous entourés, c'est important. C'est pour ça qu'à chacun, c'est pour ça aussi qu'il faut qu'après soi-même on puisse transmettre les choses et partager, quoi. Quand on sait quelque chose, on le partage, quoi. On le garde pas comme ça pour soi. Comment ton temps se décompose en ce moment entre tes consultations, tes interventions, tes colloques, tes séminaires, ta recherche? Comment ça se découpe? Je dirais je fais un tiers, quoi. J'ai un tiers de consultation, un tiers de chirurgie au bloc opératoire, et puis j'ai un tiers de... Ça fait 3 tiers, c'est ça? Oui, normalement. Un tiers de j'ai un tiers et d'enseignement, c'est ça? Mais c'est vrai que j'ai besoin quand même presque tous les jours d'écrire ou de faire un diaporama. Enfin, voilà. Dès que j'ai une idée, je la mets sur. Je la protège, je la sauvegarde, je dirais. Pas avant qu'elle s'en aille, parce qu'il y en a tellement que faut l'attraper. D'accord. Attraper au vol. Et puis j'ai aussi j'aime bien ressasser, c'est-à-dire que parfois des idées qu'on avait anciennes reviennent avec à l'aune de découvertes récentes, ou je les mets à jour aussi. Il y a certains concepts qu'on reprend, un peu comme quelqu'un qui ferait on dit on remet tout le temps sur le métier, si vous voulez. Ça, c'est intéressant, hein, parce que des fois on fait des gestes, vous savez, des fois quand on fait des cataractes, on en fait des milliers, hein, donc on fait des milliers de fois le même geste, puis un jour on se dit mais pourquoi je fais quand même comme ça? Parce qu'on l'a appris, bien sûr, de quelqu'un qui vous a montré. Puis après, on se dit, oui, mais là, je peux peut-être faire plus simple, ou plus rapide, ou moins douloureux, etc., quoi. Non, c'est une passion qui est vraiment... C'est un beau métier, vraiment. D'accord. Un métier magnifique. D'accord. Tes recherches, parce que tu dis, j'écris tous les jours, quasiment, dès que tu as une idée, tu peux même te relever la nuit, retravailler la nuit. Ouais. Tu les publies ou tu les partages avec d'autres confrères ou tu enseignes ou est-ce que tu as aussi envisagé ou est-ce que tu vas aussi faire de l'enseignement? Alors voilà, donc j'ai fait beaucoup on appelle de
de diaporamas comme orateur, Ouais. partagé. Bien sûr. J'ai écrit pas mal de... Alors c'est pas des livres entiers, mais vous êtes co-auteur Bien sûr. d'un livre, hein. Un livre. J'ai pas mal d'articles et tout. Mais c'est vrai que je dirais dans ma peut-être troisième partie de carrière, un peu maintenant, si tout ça se met bien en place avec des partenariats avec des laboratoires, j'aimerais bien effectivement plutôt enseigner, partager justement un certain savoir, et puis pourquoi pas voyager aussi pour pouvoir apprendre d'autres cultures, et puis effectivement je me verrais bien aller opérer un mois par-ci, un mois par-là, oui ça me plairait bien. Waouh. Et transmettre, on a fait une structure de laser sur Nancy, pouvoir la transmettre à des un peu plus jeunes, en partenariat à travers une société, puis ensuite ça nous laisse un peu de temps libre pour voyager, et puis on peut s'occuper aussi de ses petits-enfants, sa petite femme chérie, etc. Hein, parce que le temps passe vite. Comment tu gères ton énergie au quotidien? Parce que tout ça, ça nécessite de l'énergie. On sait que l'énergie, c'est le moteur. Comment tu gères ça? J'essaye d'avoir, je suis pas un saint, hein, mais je veux dire, j'essaie d'avoir comme une certaine hygiène de vie quand même. Je fais comme la gymnastique tous les jours, je fais ça, absolument. D'accord. Un peu comme vous observez les animaux, quand vous voyez un chat ou un chien, il faut tous les jours des exercices, des assouplissements. Beaucoup, oui. Ça, je fais toujours tout le temps. T'as un sport particulier? Non, je fais de l'assouplissement, un petit peu de musculation, d'accord. un petit peu j'essaie d'aller à la piscine, des choses comme ça. Je fais un petit peu de sport de combat, mais vite fait, c'est plus philosophique que pratique. Hein. Toi, tu fais quoi comme sport de combat? Karaté, Oui, voilà, j'ai fait de l'aïkido, j'ai fait du karaté, j'ai fait un petit peu quelques trucs. Mais ça m'intéresse. Hein. Je trouve qu'on n'est pas qu'un esprit, il faut quand même que son corps soit équilibré dans la nature. Il faut un sommeil, il faut respecter un peu de sommeil quand même. Et l'alimentation. En travaillant la nuit, c'est. Oui, mais après, moi j'ai un sommeil très intense. Hein. Je m'endors vraiment comme un. Donc tu as un sommeil assez profond. Au-neuf. Hein. Là, je m'allonge, je tac, et puis je dors. J'essaie aussi de me déstresser parce que, bon, finalement. C'était une question après, ça, mais ouais. Vas-y. À part mourir, on risque rien. Hein. Ouais. N'importe comment, c'est ce qui nous attend tous. D'accord. Donc, moi, je ne veux pas me stresser parce que j'ai telle ou telle dette ou tel souci, ça passera. Hein. Ouais, c'est clair. Et puis, oui. si vous voulez, je le prends comme une. Si j'ai un ennui, on a tous des ennuis forcément, hein, ou des difficultés, on peut dire. Je le prends toujours d'une manière karmastiquement parlant, je ne sais pas comment on pourrait dire. Je me dis, tiens, qu'est-ce que je dois apprendre? Qu'est-ce que ça doit m'enseigner? Pourquoi je rencontre cette difficulté? Je me remets en question. Je rouspète jamais. Je me dis, voilà. Qu'est-ce que j'aurais dû faire ou qu'est-ce que je devrais faire pour que ça se reproduise pas? Comment je vais digérer ça? J'essaie de le prendre positivement, voilà, puis ça se passe. Je suis toujours content de mon sort, franchement, je m'adapte. D'accord. Alors, la question suivante, tu l'as évoqué en deux mots, c'est comment est-ce que tu gères le stress, en particulier des opérations un peu techniques ou un peu le stress, la pression, comment est-ce que tu fais? Est-ce que tu as des habitudes, des rituels d'ailleurs qui te permettent de bien gérer Alors ça? il y a deux points. Forcément, je pense que c'est valable pour tous les métiers. Quand on apprend, c'est très difficile, hein, parce qu'il y a forcément un apprentissage, il y a du stress si on a un peu sérieux. Aujourd'hui, c'est différent. Je reste dans ma zone de confort, donc je réduis ma chirurgie à très peu d'opérations en fait, que celles que je maîtrise très bien. Donc je fais que de la cataracte quasiment et des lasers. Je suis dans ma zone de confort, on appelle ça. Hein, je cherche pas à faire des exploits, c'est terminé ça. Donc du coup, je fais serein et je dirais, j'ai appris aussi que plus on est cool, finalement, plus ça se passe mieux. C'est-à-dire que j'essaie de beaucoup détendre les gens. Je ne vais pas sauter sur la personne. D'abord, je lui dis bonjour, je prends la main, je la rassure, je lui répète bien qu'elle aura pas mal, que ça sera rapide, c'est vrai. Du coup, ça la détend. Hein, et donc, j'essaie aussi d'opérer en salle de bloc aussi. J'essaie d'être sympa avec le personnel, que ce soit fluide, que ce soit serein, parce que j'ai pas envie d'être stressé pour rien, ça sert à rien. Je cherche une certaine zénitude, si vous voulez. C'est ça, ton attitude peut être déstressante pour l'environnement, qui du fait ne va pas te renvoyer de stress. Voilà, parce qu'en fait, si mon entourage n'est pas stressé, ça me déstresse aussi automatiquement. C'est un cercle vertueux, si vous voulez. D'accord. En fait, tu vas gérer ton stress en déstressant le patient, en déstressant le personnel au bloc. Ouais. Et donc, du coup, ça amène une forme de sérénité pour tous et toutes. Quoi. Je pense, c'est un peu ça. C'est ce que j'ai cru comprendre. J'en suis un peu là. Ouais. Parce que je trouve que c'est tellement bien d'être... travailler par plaisir, j'allais dire. Il faut du plaisir. On ne peut pas avoir que des contraintes, quoi. D'accord. Quelque part, c'est pas un travail. Vous voyez, quand je vais au bloc opératoire, je suis content d'y aller. C'est pas un travail, c'est un moment sympa. Je sais pas comment expliquer. J'ai pas l'impression de travailler, quoi. Je fais quelque chose qui me plaît, dans une bonne ambiance, détendue, voilà. Et en plus, on travaille plus vite quand on fait comme ça. Contrairement à ce que si on est énervé et qu'on se fâche et que. Ouais.
C'est intéressant hein, comme postulat. Je te remercie de le partager avec Mais nos dans beaucoup auditeurs. d'entreprises, c'est comme ça. Ils l'ont bien compris maintenant. Gérer le stress au travail. Au cabinet, c'est pareil. On fait une petite salle de détente. Je leur dis toujours, ça va pas, tu prends un quart d'heure, tu vas te ressourcer, comme on appelle ça. Hein. Du ressourcing, c'est hyper important pour être bien. On revient tranquille. Ça, c'est vraiment, moi, je considère que c'est comme ça qu'on doit vivre. Hein. Au-delà du travail, un peu tout le temps, je vais dire. Alors, tu as dit, je te cite, tu as dit, et là encore une fois, je te cite, on peut rendre l'existence plus facile avec moins de souffrance. Quand tu parlais, en fait, l'interface avec les patients. Oui, parce que je disais que la médecine, on guérit pas souvent, on soulage beaucoup, on guérit peu. Oui, je pense que... C'est une vraie philosophie pour toi, ça, en fait? C'est la réalité. Hein, je veux dire, la médecine, faut rester modeste. Hein, la plupart des choses, quand vous faites une plaie quelque part, c'est la nature qui vous guérit. En fait, un antibiotique ou quelque chose, on peut accélérer, protéger, améliorer, mais souvent, ça se fait comme naturellement. Hein, quand l'agriculteur passe sa charrue met les graines, c'est pas lui qui fait pousser les graines, la graine elle pousse toute seule. Hein, on va dans un sens, mais voilà, faut quand même rester, on n'est pas. Et donc effectivement, c'est vrai que ça m'importe moi que le patient, quand il rentre chez moi, il faut qu'il se sente aimé, j'allais dire, oui, entouré, choyé, protégé aussi, et non pas volé ou je ne sais quel ou trompé, etc. Vous vous rendez compte, c'est horrible. Hein. Oui, et ça, on en a tous, on le sait partout. Hein. Donc il faut que le patient ait confiance. Voilà, c'est vraiment un grand honneur de pouvoir s'occuper de sa vue, c'est quand même énorme, quoi. Oui, pour le coup, il te confie la prunelle de ses, il te confie la prunelle de ses yeux. Il faut en avoir confiance, quoi. Ouais. Ce privilège qu'on a, qui est énorme. D'accord. Donc, est-ce que tu considères... Alors oui, donc je vais pas revenir là-dessus parce que tu viens de l'exprimer, mais j'ai lu aussi de toi que quelque part dans un article, que en fait, tu aimerais vivre dans une société plus fraternelle. Ça veut dire quoi, ça, pour toi? Plus humaniste, plus fraternelle? C'est très simple, déjà, que si les gens avaient la place qu'ils méritent. Hein. Parce que là, tout est... Excuse-moi, mais tout est corrompu, tout est biaisé, voilà, c'est juste lamentable. Ouais. Si les gens méritants avaient... alors après, leur amour, leur travail, leur intelligence, leur idée étaient valorisées à leur juste place, mais le monde serait tout à fait différent. Hein. Il n'y aurait pas de pollution, il y aurait le moteur à eau, personne n'aurait faim dans le monde, etc. Quoi. C'est inimaginable. Quoi. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut, si on veut que ça tourne, on dit toujours qu'il faut que ce soit win-win. Mais si on prend le monde comme il est aujourd'hui, si on fabrique des voitures, il faut les vendre. On ne peut pas les vendre à des gens qui crèvent de faim. Donc, tout ça, ça tourne. L'Afrique, par exemple, c'est le grenier du monde. Ils ont tout. L'uranium, l'or, toutes les richesses sont en Afrique, mais ils sont pillés. Quoi. Ils sont pillés, mais par tous les bouts. Quoi. Et vous ne laissez qu'une terre désolée, nue et déshumanisée. Quoi. C'est triste. D'accord. Et à ton niveau, alors, j'ai bien compris que tu ne ferais pas d'humanitaire, mais que toi, tu essaies vraiment à ton niveau, toutes les personnes que tu accueilles, tes patients, de faire en sorte qu'ils se sentent bien. Est-ce que finalement, c'est sans doute déjà à notre niveau individuel que ça peut jouer cette fraternité? Ouais, je pense qu'il faut... après, c'est chacun à sa petite échelle. On ne peut pas changer le monde, mais moi, j'aime... En tout cas, ce qui m'importe, c'est que les gens qui me rencontrent dans la vie que j'ai, ils repartent pas pillés et désolés, quoi. Hein, s'ils peuvent... Voilà, c'est un peu l'idée, quoi. Alors, la question que j'avais envie de te poser, c'est... On vient de consulter de partout, y compris de l'étranger, mais est-ce qu'il est possible je pense à nos auditeurs, est-ce que c'est possible de pouvoir te rencontrer pour bénéficier d'une consultation d'une part, et est-ce que nous sommes tous opérables aussi d'autre part? Ah non, on n'est pas tous opérables. D'accord. C'est pour ça qu'il faut faire un bilan avant très, 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 très pointu, très précis. Après, il faut aller sur Doctolib, des choses comme ça, je sais pas comment on peut dire. D'accord, pour te rencontrer, c'est ça, en fait, oui, Doctolib. Oui. Non, mais je veux dire que tu arrives encore à consulter. Oui, je suis accessible. Oui. D'accord. Bien sûr. D'accord. Mais c'est vrai qu'il y a parfois du délai. Ouais, c'est un de tes regrets d'ailleurs. Tu dis que finalement,
le délai vis-à-vis par rapport aux ophtalmos reste pour toi un de tes regrets, en fait. Tu estimes qu'il y a quelque chose qui n'a pas bien matché entre une tranche d'âge et le numerus clausus. Enfin, il y a quelque chose oui, ça c'est clair que c'est pas le... Voilà. Puis après, ce qu'il y a, c'est qu'on a la chance sur Nancy, on travaille en réseau, donc on a quand même... chacun est spécialiste. Il faut savoir qu'il n'y a plus de spécialistes, actuellement, il n'y a plus que des hyper spécialistes, si vous voulez. Moi, à la clinique, j'ai un copain, qui est orthopédiste, il fait que des pouces. Bon, il est très bon dans les pouces, il fait pas de... Vous voyez. Donc moi, par exemple, je fais plus que du laser et des cataractes. Bon, on est obligé de se spécialiser de manière, voilà, pour vraiment faire du bon travail, quoi. D'accord. On va arriver bientôt au terme de cette émission. Alors j'ai mes questions rituelles. C'est si tu avais un livre, tu en as cité quelques-uns. Tu as cité Descartes tout à l'heure, tu as cité Pascal. Si tu avais un livre à nous recommander, lequel serait-il ? La Bible. La Bible. Ah, ok, d'accord. Ok. Pourquoi particulièrement la Bible ? Il faut bien un début au commencement. D'accord. Et le Verbe s'est fait chair. Oui. Évangile selon saint Jean. D'accord. Parce que bon, après, c'est aussi pour dire que tout ne peut pas être que matériel. Enfin, moi, j'ai cette idée. C'est une telle dérision de tout est dérisoire. En fait, hein. Alors, est-ce que c'est pas en contradiction, excuse-moi, je te reprends, avec la science, avec Descartes, dont on a parlé tout à l'heure. Bah non, non, c'est pas en contradiction. D'accord. C'est possible d'allier les deux, en fait. Oui, bien sûr. Oui, si tu parlais aussi de ta recherche, comment dirais-je, de jeunesse, des questions finalement existentielles, métaphysiques, etc. Donc en fait, l'un peut aller avec l'autre. Merci en tous les cas pour déjà cette... c'est un grand plaisir. Est-ce que qui me recommanderais-tu d'inviter pour un prochain épisode au micro de ce podcast, si tu as une idée, ou si tu as comme ça quelqu'un qui te viendrait en disant tiens, je dirais un homme ou une femme politique, je pense qu'on en a besoin. Ils sont beaucoup critiqués parce que bon, il y a des affaires, des choses, mais il faut bien qu'on s'occupe de la cité, et pour moi c'est fondamental, parce qu'il y a que l'homme politique qui a ce pouvoir de changer un peu les choses. Donc là je te laisse quand même libre choix mais je pense que les hommes politiques, on en a besoin, il faut les aimer, il faut les respecter. Donc moi, le président de la République, quel qu'il soit, ça me choque qu'on l'insulte, qu'on lui crache dessus, etc. Il nous représente, il faut le respecter, il faut qu'il y ait dans la société, on a besoin de lois, de règles, je suis d'accord. Pour tout le monde, pour les enfants, pour les adultes aussi. Hein. Sinon, il n'y a plus rien. Quoi. Respect des institutions. Il faut les respecter, les institutions, absolument. Oui. On a déjà interviewé, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines à ce micro, on avait la députée de la Moselle qui était là, qui nous a parlé de son métier. D'ailleurs, vraiment un bel épisode, je recommande ceux qui souhaitent l'écouter, savoir un peu plus sur la vie des parlementaires. Vraiment, c'est quelque chose de très intéressant, et on a eu l'occasion de découvrir finalement une personne... on a beaucoup parlé d'humain tous les deux aujourd'hui, mais une personne humaine, et dans ce milieu politique, c'est aussi très intéressant finalement. C'est vrai qu'on a quelquefois une image faussée des choses, et de pouvoir avoir cet échange, comme on vient de l'avoir tous les deux, ça nous a permis de voir aussi un autre côté finalement de la médecine que tu nous as amené aujourd'hui. Et je te remercie pour ça, parce que c'était vraiment un bon moment, et je sais combien aussi ton temps est précieux. Tu as le mot de la fin. Il te revient. Merci, j'étais ravi de faire cette interview, et je dirais la technologie prend le pas dans nos vies, mais que l'humain doit rester la valeur première avant toute technicité dans n'importe quel domaine. Ouais, je suis d'accord. Replacer l'humain au cœur du digital. Sinon, on se trompe, quoi. On se trompe de moi. Merci beaucoup, Frédéric. Laurent. Bonne continuation. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager. Pensez aussi à nous soutenir en mettant une note, un commentaire et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Vous trouverez les liens liés à cet épisode dans la description.
À la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre. Stick it up,